Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball Super. Alors Dragon Ball en temps normal, là c'est vrai qu'il y a les chapitres Dragon Ball Super qui font l'actu chaque mois comme vous le savez. Le chapitre 60 est sorti le 20 du mois de mai, donc sur le site de Shueisha Manga Plus. Yes. Ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on ne résume pas le chapitre parce qu'on l'a déjà fait et j'ai pas envie de refaire ce qu'on a déjà fait. Donc on va revenir sur les points majeurs du chapitre qui nous ont marqués en bien ou en mal et on va partager ça avec vous puisque c'est une review, donc c'est une analyse critique. Tout à fait. Bah, je pense que, comme tu l'as dit, on a des moments qui sont d'intensité et d'acceptation variable. D'acceptation. Écoute, voilà. Écoute, si on veut souligner peut-être le premier point, ce serait... alors, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, cette fameuse apparence, on l'a pas forcément beaucoup nommé, de Goku. Un Goku qui, après un combat acharné et qui va totalement à l'inverse du Migate no Gokui, donc de l'Ultra Instinct, finit par vouloir doper sa puissance et du coup a fait beaucoup parler sur son apparence. C'est vrai qu'il a l'aura d'un Super Saiyan Blue. Vous savez, cette aura éclatante avec, comment dire, une sorte de petite carapace, des écailles qui volent comme ça dans l'aura. On retrouve ça chez Goku, effectivement, lorsqu'il déploie toute sa pleine puissance, alors qu'il est sous les signes de l'Ultra Instinct. Donc, Migate no Gokui Kizashi. Il y a le Kiwami. Kiwami, c'est la forme avec les cheveux argentés que Goku n'arrive pas à atteindre, justement. Du coup, n'arrivant pas à atteindre cette forme, il se pousse dans ses retranchements et laisse sortir toute sa pleine puissance en faisant l'exact opposé de ce qu'on attend normalement de l'Ultra Instinct, c'est-à-dire être calme. C'était la leçon de Merus dans les précédents chapitres où il disait « Pour l'atteindre, tu vois ta forme de Super Saiyan qui est basée sur la colère, un changement brusque, etc. » Là, c'est tout l'inverse. Tu dois être tout à fait paisible, tout à fait calme. Et là, Goku, n'y arrivant pas, il se lâche. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi un signe du fait que son Ultra Instinct est en train de le quitter? Du coup, il retrouve sa forme de Blue. C'est pas impossible, j'y ai pensé aussi d'avoir un Goku qui, tu vois, si vraiment on devait le voir en couleur ou en animé, est-ce qu'on n'aurait pas cette sensation d'avoir une aura, tu sais, blanche, grisâtre et en même temps des effluves un peu bleus, où on se dit, tiens, il est en train de perdre sa forme ou est-ce qu'il est en train de pousser pour la maintenir tout en essayant de combiner, parce qu'on sait que Goku, il aime bien essayer de combiner les trucs. Ah, il fait des jutsu comme ça. Ah non, c'est pas ce manga. Dans Dragon Ball Super, il aime bien, tu vois. Il a tenté le Super Saiyan Blue Kaioken. À la base, c'est pas compatible. Il aime bien tenter des fusions de trucs incompatibles. Donc là, est-ce qu'il essaye de nous faire un Migate Super Saiyan Blue? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. En fait, comme c'est pas été explicité par Toyotaro. Ouais, c'est juste graphique. Hein. Ouais, le seul truc explicité, effectivement, c'est ce dialogue entre Whis et Merus qui réalise que Goku ne suit pas le chemin que Merus lui a pourtant indiqué. Et en plus de ça, Molo est bien plus puissant que ce que deux pensaient. La menace est bien plus redoutable et Goku, même en signe de l'Ultra Instinct, n'arrive pas à vaincre Molo. Parce qu'au début, il avait l'ascendant, mais rapidement, retournement de situation. On s'en doutait, on l'avait dit en plus. Et Goku se fait retourner, se fait soulever, on l'avait dit également. Et Vegeta arrive, on l'avait dit également. C'est pas pour dire qu'on l'avait dit, c'est pour dire que le scénario est tellement simple que on arrive à le deviner 10 mois à l'avance. Ouais. Parce que vous regardez la prédiction de Baba de l'année dernière, il y a 10 mois, on avait dit tout ce qui allait se passer. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, c'est que le scénario est trop simple peut-être même. Par contre, est-ce qu'on ferait pas une prédiction de Baba sur Beerus? Parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, alors, premier truc qu'on peut dire sur Beerus, hein, on fera une prédiction de Baba dédiée, mais j'ai quand même envie de le soulever dans la review, sinon c'est pas une review complète, on a l'impression qu'on n'aura pas survolé les chapitres. Beerus réagit encore une fois, et encore une fois il n'agit pas. Donc il réagit en mode ouais, il se passe ça, ok d'accord, peut-être qu'il y a ça.
Et il dit qu'il a faim, et il dit que voilà, il a bien envie de bouffer encore une fois. Et on a cette réflexion déjà qui est dans la continuité de ce qu'on avait eu dans le précédent chapitre où il se rend compte que Melus ne peut pas lui faire à manger. Oui, c'est son assistant habituel, c'est lui qui normalement prépare ses petits plats. Si ça lui convient pas d'avoir un... On est dans des trucs totalement débiles, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec Beerus, c'est de toute manière les arguments pour faire des choix avec Beerus sont tout le temps débiles. Souvenez-vous du pudding dans Battle of Gods. Et ben là, de la même manière, s'il n'est pas satisfait du repas que Whis pourrait lui préparer là maintenant, il va vouloir aller sur Terre parce que c'est là qu'il a les meilleurs mets. Donc si Beerus va sur Terre, il peut se passer des trucs intéressants. Et ça, il y avait quelqu'un qui l'avait relevé, notamment dans les commentaires d'une dernière vidéo, et ça peut faire effectivement l'objet des prédictions de Baba, car on pourrait imaginer tout ce qui pourrait se passer avec Beerus. Et on le fera très certainement, donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper, déclenche la petite clochette, comme ça te permettra d'avoir la notification dès qu'on évoquera ce sujet. Et du coup, effectivement, dans un autre fait marquant, on a tout ce qui se passe sur le côté divin, un Whis que j'ai trouvé très, comment dirais-je, professeur, très... Bon, t'as vu, Melus, ce que t'as fait? Tu penses que c'est bien, c'est pas bien? On aurait dû faire ci. Attention, les anges ceci, les anges cela. On peut faire ci, on peut pas faire ça. Dans l'apprentissage, un peu en mode... mais est-ce que c'est vraiment pour jouer ce rôle-là? Ou est-ce que ça rappelle aussi au lecteur des éléments de positionnement des anges pour justement justifier demain que... quand on va avoir affaire à quelque chose qui sort de ce cadre qu'on nous a redonné, et ben justement on va être d'autant plus étonné parce qu'on dit ah ouais c'est vrai, Whis nous l'avait dit. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être les deux. J'ai du mal à voir Whis à trancher, vraiment prendre position. Bon, on se souviendra tous du fait qu'il a remonté le temps, il a réécrit l'histoire de 3 minutes pour permettre à Goku et Vegeta de vaincre Frieza, mais j'ai du mal à le voir l'intervenir et stopper par exemple la main de Molo, vraiment, tu vois. Donc je me dis que effectivement ça peut servir, comme tu l'as dit, pour Melus. C'est-à-dire que Melus, lui, il est impliqué véritablement dans l'univers, il avait un rôle dans cet univers, il fait partie de la patrouille galactique, donc peut-être qu'il peut lui intervenir et désobéir justement à ces règles. Donc je vois effectivement Whis comme quelqu'un qui rabâche les règles, mais qui fait rien. Alors que lui-même a déjà, comment dire, entre guillemets, déjà entaché un peu les règles des anges par le passé. Oui, c'est un peu l'arroseur arrosé. Le mec, il te dit que tu peux pas, attention, faut pas se mêler. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ouais, il est en derrière, mode, faut pas faire. Je te rappelle quand même que dans l'arc de la résurrection de F, t'as fait demi-tour sur le chronomètre, donc bon. Et autre chose, en plus de ça, Whis, comme tu le dis, est très professeur, mais il pose beaucoup de questions en fait à Melus. Il fait ouais, tu crois pas qu'il fallait faire ça? Donc t'as fait ça? Donc c'est bien ou c'est pas bien? Mais en fait, Whis, il fait rien du tout. Hein. Et c'était lui le professeur de Goku et Vegeta. Ils ont progressé évidemment grâce à lui, mais ils n'ont pas atteint l'ultra instinct. Et là, si Goku est beaucoup plus proche de l'atteindre, c'est certainement aussi grâce à Melus. Donc oui, si t'étais pas intervenu, j'ai déjà dit dans les précédents chapitres, pour foutre en l'air l'entraînement de Goku et Melus, bah Goku peut-être qu'il le maîtriserait. C'est possible. Il est là à faire j'ai pas prévu qu'il était aussi fort et tout. T'as pas bien fait ton truc et tout. Mais c'est un peu ta faute, Whis, quand même. Tu peux la merde. Donc il lui dit ça alors que c'est sa faute. Bon, pour faire un lien du coup sur un autre point où on peut dire tu peux la merde, on a les humains artificiels numéro 17 et numéro 18 qui interviennent. Ouais. C'est un élément assez fort hein, puisque c'est quelque chose qui nous a plu, même si c'est venu trop tard. Utiliser justement cette capacité qu'ont les humains artificiels à avoir un ki qui n'en est pas un en fait, hein, parce qu'il y en a qui vont dire ils ont du ki, ils ont pas de ki à proprement parler. Si ils ont du ki, ils ont une énergie perpétuelle, donc elle est infinie, mais tu peux pas l'absorber ni la ressentir en fait. Voilà, c'est un ki très spécifique, propre à leur statut d'humain artificiel, et d'ailleurs c'était très juste et très bien joué que de faire en sorte que Molo, ce personnage qui n'use que de son pouvoir d'absorber tout le temps le ki se heurte à quelque chose d'impossible. Je te dis. Ouais. Moi j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, que les humains artificiels, etc., leur intervention, certains diront que c'est joli de les voir sauver Goku alors qu'ils
c'était là pour les tuer. Moi, j'ai rien ressenti en voyant cette scène. En plus, il y a quelqu'un qui a pointé du doigt le fait que peut-être Toyotaro s'était inspiré de cette esquive. Et peut-être, je sais pas, là franchement je sais pas, en plus c'est l'animé plutôt que le manga, mais moi j'ai rien ressenti. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu 150 000 fois en fait, des anciens ennemis maintenant dans le bon camp sauver Goku. Donc c'est pas là une nouveauté où je me fais oh, ils ont sauvé Goku. Bah, ils sont dans son camp depuis numéro 18, elle est dans son camp depuis l'arc Majin Buu, tu vois, ça fait 20 ans peut-être. Donc non, ça m'a pas surpris. Et Vegeta a déjà sauvé Goku, Piccolo a déjà sauvé Goku, Tenshinhan a déjà et Yamcha ont déjà secouru Goku lorsqu'il était attaqué par les Cell Juniors. Donc non, je pas de. C'était cool de les voir combattre. Mais c'est pas assez exploité. Mais c'est pas assez exploité. J'aurais voulu vraiment que ce soit que eux deux, numéro 17, numéro 18, soient des adversaires concrets pour Molo. Là en fait, pour moi, c'est du gain de temps pour l'arrivée de Vegeta. C'est pour ça qu'on ressent rien. C'est pour ça qu'on ressent rien, parce que tu as une bonne idée de base et puis finalement, c'est comme tu dis, on te donne un biscuit pour patienter avant le plat de résistance, alors que à la base, ça pourrait être carrément une entrée. Tu vois, je fais une image, mais c'est que jouer sur ses facultés qui pourraient même énerver Molo, tu vois, en mode certes ils sont pas aussi puissants, certes son corps il est solide et comme ils le disent peut-être qu'il se heurte à quelque chose d'inattendu, puisque même Goku a du mal à faire faiblir ce corps plein de puissance, mais on aurait pu avoir justement l'occasion de faire briller numéro 17 et numéro 18 par une synchronisation parfaite, leur gémellité, leur ki qui ne s'épuise pas, et avoir un combat qui dure, quitte à gagner du temps, qui dure, et qui fait que Molo, au bout d'une demi-heure, même à force d'avoir un humain artificiel tel que numéro 17, limite tu lui enlèves tous ses habits, tellement il s'est fait péter de partout, il a des trous et tout, mais il se relève sans cesse, qui agacerait Molo, et qui finirait pas par s'épuiser, mais par se... Tu vois, au bout d'un certain temps, il a utilisé de l'énergie vitale, il est obligé de tenter d'essayer d'absorber Gohan, Piccolo, apporter de la tension pour se revigorer. Et à chaque fois, l'un des deux jumeaux l'empêcherait d'agir et agacerait. Je vois ce que tu veux dire, mais à la fois, je serais pas forcément beaucoup plus convaincu parce que, certes, on aurait l'opposition, et ça serait vraiment très intéressant de le noter, entre Molo qui peut s'épuiser, comme n'importe quel, la plupart des combattants en tout cas dans Dragon Ball, et numéro 17, numéro 18 qui peuvent pas parce qu'ils ont énergie infinie, l'énergie de type perpétuel. En revanche, la force de combat de Molo étant normalement et fort logiquement, vu ce qu'on a vu avec son combat contre Goku Ultra Instinct quand même, signe, beaucoup plus élevé que numéro 17, numéro 18, je trouverais pas ça logique que ça dure 107 ans et qu'il arrive pas à les castrer dans un mur à un moment donné à les endormir. Ouais, après il peut peut-être utiliser je trouverais pas ça logique. Après, numéro 17, il a claqué des boucliers qui étaient quand même assez puissants dans l'arc du tournoi du pouvoir. Donc... J'ai dit castré dans un mur. Encastré, c'est le bon mot. Ouais, t'imagines castré dans un... Bah, voilà, je suis pas scénariste. Hein. Moi, je suis ni Toriyama, ni Toyotaro. À la base, on n'a pas à réfléchir au scénario qui devrait être fait. Mais je pense qu'il y avait des idées à exploiter. Bah, quand c'est mal fait, à un moment donné... C'est dommage, disons que il y avait une option à jouer, quelque chose à jouer. Et en parlant d'options, on va parler de Vegeta. Parce que Vegeta, quand même, c'est, je sais pas si vous le voyez là, c'est quand même le main protagoniste de ce chapitre. Et pourtant, il y a des trucs, il y a des idées bien, et après, c'est immédiatement une balle dans le pied de la part de Toyotaro. Pour moi, c'est Toyotaro qui fait ça, parce que c'est Toriyama, je le vois pas mettre autant de détails déjà dans le scénario du manga. Pour moi, c'est machin va à point A, ensuite il va à un point B, il rencontre machin, il se tape. C'est juste ça, parce que j'ai pas l'impression que véritablement il soit là à mettre les répliques. D'ailleurs, Toyotaro a fait une sortie, vous avez peut-être vu la gaffe de Toyotaro la semaine dernière, où il expliquait qu'il avait perdu les répliques d'un chapitre à venir. Donc c'est vraiment que la plupart des répliques sont de lui de toute manière. Et donc Vegeta. Bah donc Vegeta, en fait, on va pas renouveler à nouveau les déceptions qu'on a pu vous donner, que ce soit dans le live, que ce soit dans... On peut parler quand même de ce truc de déplacement instantané. Alors cette explication elle est aberrante, parce que on a Pibala qui maîtrise le déplacement instantané. Vegeta ne peut pas se déplacer immédiatement. Et donc Pibala trouve comme excuse le fait qu'il ne peut pas l'emmener pour deux raisons. Alors une qu'on découvre, hein, c'est que les Yardrat apparemment n'ont pas l'autorisation de se téléporter ailleurs, à d'autres endroits, sur d'autres planètes où ils le veulent.
D'ailleurs, je profite juste de ça, garde ton idée. Ça peut peut-être expliquer le cas de Jimmy's. Point d'interrogation. Pourquoi? Un garde-rat qui se serait barré ailleurs, qui n'aurait pas l'autorisation de revenir parce que exclu de son clan, j'en sais rien. Parce qu'il a pas respecté le truc. Parce qu'il a, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Va savoir. Si c'est développé, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, c'est une explication. À la mort moelle. Bah surtout pour ce qui va suivre. Parce que la deuxième explication, c'est Goku. On peut pas percevoir son ki, donc je peux pas t'emmener. C'est jusque là, Pibala, ce qu'il dit, c'est du concret. Il te donne des facts qui font qu'il ne peut pas aller se téléporter sur Terre. Et là, donc, je suis d'accord. Et là, on est d'accord. On est tous les deux d'accord. Vegeta ne maîtrisant pas le déplacement instantané, on est là à se dire, putain, merde. Effectivement, toi, le scénariste, Toriyama, je ne pense pas. Mais admettons Toriyama, tu viens de nous dire la raison qui fait que Vegeta ne peut pas bouger, que Goku est en PLS sur Terre et que tout le monde, et que numéro 17 et numéro 18 doivent intervenir. Là, je te dis oui. C'était la plus intelligente, parce que un garde-rat qui ne peut se déplacer que grâce à une personne qu'il a connue et qui ne peut du coup, qui est que Goku et qui ne peut pas détecter son ki parce qu'il est divin et qui du coup est le seul qui, eux, ils peuvent pas percevoir ça. Je vais même te dire que c'est putain de réfléchi. Cet argument, je trouve, nonobstant le fait qu'il utilise le déplacement instantané, c'est juste logique. Hein. C'est logique, je me suis dit, bah c'est béton en fait. À la base, c'est béton. On continue. On arrive du coup au deuxième acte où Vegeta dit bah dans ce cas-là, apprends-moi le déplacement instantané. Alors là, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, je vais te dire un truc. C'était la seule solution. C'est la seule solution à ce moment-là, même si ça me casse les glaouis. De toute façon, de par le fait que Vegeta est allé voir les Yardrats, on partait déjà sur une base qui était pour moi bancale. On va pas répéter ce qu'on a dit, mais il avait rien à y faire lui à la base chez les Yardrats. Ça aurait dû être inversé avec Goku. Donc, partant du fait que lui, il était chez les Yardrats déjà de base, je vais te dire un truc. Une fois que tu m'as amené quelque chose d'aussi concret sur le papier, t'as envie de dire, allez, vas-y, fais-moi ton déplacement. Je t'en meurs d'envie, Talo. T'adores Vegeta. Je suis déjà rien que le fait d'avoir voulu faire un Vegeta avec les habits de Yardrat, sachant que derrière tu lui redonnes sa tenue un peu plus tard, puis bah là t'as envie de dire. Surtout que Vegeta qui change de tenue, tu connais le caractère du personnage, donc c'est vraiment que c'était appuyé par une envie derrière pour que Vegeta fasse. Oui, d'accord, ok, j'ai vraiment besoin de changer de tenue pour mon entraînement, tu vois, parce que lui, son armure de combat, ça suffit pour son entraînement. C'est sa vie, son armure de combat, c'est sa vie. Donc, c'était vraiment vouloir avoir un Vegeta Yardrat qui fait le déplacement instantané. Sinon, si t'es logique jusqu'au bout, t'envoies Goku. Goku connaît les Yardrats. Goku, pendant un an, il s'est entraîné. Seul Goku peut savoir vraiment. C'est ses potes ce que ces mecs peuvent apporter. Et même le Goku qui résout les problèmes, qui réfléchit, qu'on a eu dans l'arc Cell, qu'on a eu dans l'arc Majin Buu, à un moment donné, face à l'échec, il va se dire mais qui peut m'aider? Putain, c'est vrai que les Yardrats, ils m'aidaient à maîtriser mon ki, j'ai pu développer. Putain, ils peuvent peut-être m'aider aussi avec le Migate. Il y a peut-être un truc à faire. Yo, Vegeta, je me casse. Putain, intelligent, il revient avec son passé et tout, machin. Là, Vegeta, déjà, bon, bref. Tu te dis, allez, fais ton déplacement. Excuse-moi pour le bruit. Fais ton déplacement. De toute façon, on sait que tu veux le faire. Il s'entraîne, parce qu'il n'a pas le choix. Et au dernier moment, on a Pibala qui fait bon, allez, ok. Là, comme il a perdu sa forme divine, je le sens. Oh, allez, les règles. Les règles. Bon, les règles que je t'ai dit il y a 2 minutes. Tu sais, sur les trucs, genre on peut pas se déplacer. Wow, ça va, fuck. Donc, il y a 2 trucs. Tout ce que je t'ai dit par rapport aux règles, et bah fuck. En fait, ça sert à rien. Et le fait que tu aies appris le déplacement instantané, donc que scénaristiquement, Vegeta, donc un des personnages principaux de Dragon Ball Super, c'est surtout ça qu'il faut se mettre en tête. Hein. Parce qu'il y en a plein qui... Je vois beaucoup de gens qui sont obnubilés par le déplacement instantané, genre en mode pourquoi Vegeta il pourrait pas avoir le déplacement instantané alors qu'on s'en bat les couilles de ça, c'est pas ça le truc. C'est que Vegeta et Goku ce sont les 2 personnages principaux de Dragon Ball Super. Donc on se les tape à tous les arcs, ce sont eux qui sont en avant, ce sont eux les 2 héros de Dragon Ball Super, c'était pas comme ça avant, hein. Dans Dragon Ball, il y avait qu'un héros, du coup c'était plus facile peut-être de jouer avec les autres personnages et leurs techniques. Là, on va avoir 2 personnages principaux avec le déplacement instantané, c'est ça qu'il va falloir comprendre pour cerner ce qu'on va dire dans quelques instants. Là maintenant, Vegeta, il n'y a plus de raison qu'il l'ait, ce déplacement instantané, parce que Pibala peut l'emmener. Donc en fait, Vegeta a appris le déplacement instantané concrètement pour rien, scénaristiquement. D'autant plus qu'à son arrivée, et ça c'est la phrase, mais mort de rire, elle est débile cette phrase, il arrive sur Terre et il dit à Kakaroto, Vegeta,
Vegeta qui dit ça à Kakaroto. Il fait ouais t'inquiète, c'est ta technique, je la réutiliserai plus. C'est-à-dire que elle a pas de sens cette phrase. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés sur cette phrase en mode bah du coup Vegeta il a dit qu'il l'utiliserait plus, donc arrêtez de stresser les fans de Goku, c'est bon machin. Je l'ai lu 800 milliards de fois cette phrase. Et je comprends votre raisonnement de base, mais les gars, un génie de combat qui est Vegeta. J'ai aussi lu cette phrase et des gars qui m'ont dit génie de quoi? Génie de l'effort. C'est-à-dire que Vegeta a réussi à avoir ce niveau-là en étant teigneux, en étant déterminé à chaque fois à repousser. Acharné. Bien sûr. C'est un génie de l'acharnement. Goku n'est pas aussi acharné dans son caractère que peut l'être Vegeta, parce que combien de fois Vegeta il aurait pu faire tomber la veste en mode c'est bon j'en ai marre. Sa force mentale est incroyable. Je suis pas d'accord pour dire que Goku n'est pas aussi Goku il est différent. Goku il a des Goku il a un pouvoir, enfin pas un pouvoir. Goku c'est un génie de l'effort au même titre que Vegeta, parce que j'ai vu des Américains la poster concrètement, et ça je l'ai retweeté en disant bien lisez le manga parce qu'ils auront vraiment rien compris. Je vous lis le truc hein, comme ça fait le parallèle avec ce qu'on vient de dire, je trouve ça intéressant. T'as donc quelqu'un qui s'appelle Kilafo qui a retweeté ça sur Twitter, forcément. Il dit certaines personnes ne comprennent vraiment rien à Dragon Ball, et il met des captures d'écran de quelqu'un qui dit Vegeta est le personnage le plus intéressant, complexe et mieux écrit. En plus, on lui donne une facette noble, ce qui lui donne quelque chose de plus intéressant que juste le gentil bon gars qu'est Goku. Et voilà, ça renforce Vegeta. Et t'as quelqu'un qui répondait à ça en disant il a toujours été un travailleur acharné. Quelqu'un qui s'est entraîné toujours plus dur, quand on pense que Kakaroto, lui, tout lui a été donné à sa naissance. Alors je rappelle quand même que Goku est né avec une force de combat de 2, que du coup il a été rejeté par les Saiyans parce que c'était une sous-merde, et que Vegeta c'est l'élite. Donc Vegeta était avantagé à sa naissance par rapport à Goku. Donc celui qui s'est entraîné plus dur pour devenir plus fort, techniquement, objectivement, dans Dragon Ball, c'est pas pour faire un concours de... Normalement, si tu raisonnes normalement, c'est Goku. Vegeta est quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie pour surpasser Kakaroto, parce qu'il a ce but. Donc Vegeta est beaucoup plus acharné pour ne rien lâcher, alors qu'il est deuxième. C'est là la nuance que j'aimerais apporter. Alors que Goku s'entraîne toute sa vie, encore une fois aujourd'hui, avec Melus, avec Whis, et il a fait tous les maîtres du monde, pour devenir plus fort. Pour dépasser ses propres limites. Exactement. Tu fais bien de d'étayer le fond de ma pensée, parce que je m'étais pas aperçu qu'en le disant ça pouvait être mal perçu, et je te remercie sur ça, parce qu'effectivement ce que je soulignais c'était l'acharnement de Vegeta, là où Goku est tout aussi investi à dépasser ses limites. D'ailleurs si c'est notre personnage préféré, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il, même dans notre vie, il nous a véhiculé ces valeurs de ne jamais abandonner, de toujours aller plus loin, de toujours repousser. Mais disons que Goku, comme c'est un génie presque inné, c'est vrai que en comparaison de Vegeta, on a toujours tendance à se dire que Goku y arrive un peu plus facilement. Là où Vegeta, il doit redoubler d'efforts pour atteindre le même niveau que Kakaroto. Pour moi, ce qui est inné chez Goku, c'est pas sa force de combat, Ah non, force de combat, non, il l'a développé. Il fait autant d'efforts que Vegeta. Ce qui est inné chez Goku, pour moi, c'est sa capacité à reproduire les trucs. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose, il arrive à le reproduire quasiment immédiatement, où il ne faut pas beaucoup de temps, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez surprenant de les voir galérer autant dans Dragon Ball Super avec le Migate. Mais on se dit que c'est une maîtrise divine, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais toute sa vie, Goku, il a vu le Kamehameha, il l'a reproduit en 5 secondes. Ce que Kame Sennin, il a mis 50 ans à faire. Il a vu le Kaioken, le Genki Dama. Kaiô a compris qu'il allait pouvoir lui enseigner ces techniques qui sont pourtant très difficiles. Donc c'est ça le génie de Goku. Là où c'est inné, c'est sa capacité d'apprentissage, c'est pas sa capacité à devenir plus fort. Parce que là, il galère comme Vegeta, il s'entraîne pareil. Il s'est entraîné pour aller sur la planète Namek, il s'est entraîné 6 mois avec Kaiô, difficilement, avec une gravité 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce que lui n'a jamais vécu, puisqu'il était sur Terre, alors que Vegeta était sur la planète Vegeta, qui a cette gravité 10 fois supérieure à la Terre. Donc ces deux personnages, des génies de l'effort, les deux ce sont des génies, et c'est rappelé plusieurs fois dans Dragon Ball. Maintenant, on comprend pourquoi Vegeta
réussi à maîtriser aussi facilement le déplacement instantané. Parce qu'il a vécu tout cet entraînement du contrôle du ki, donc maintenant il a cette facilité. Donc je ne comprends pas pourquoi Vegeta, qui a maintenant cette facilité à maîtriser son ki pour avoir cette nouvelle technique qu'on nous a teasé, qu'on n'a pas encore vue, ne pourrait pas refaire le déplacement instantané quand il veut. C'est exactement là où je voulais venir tout à l'heure. C'est que quand tu soulignes le génie d'un personnage, que tu nous démontres que de par son entraînement, certes, il nous dit qu'il a appris quelque chose de plus ouf. Et j'espère quand même qu'il n'est pas parti là-bas juste pour regarder s'il faisait beau et pour apprendre le déplacement instantané. C'est logique qu'il apprenne du coup une petite technique à côté, si sa technique, et j'attends de voir ce qu'elle va être, et ouf, comme le déplacement instantané aussi rapidement. Mais maintenant, pourquoi il l'oublierait ? Frère, c'est comme si tu me dis bon, je suis venu en vélo, mais je vais oublier, je saurais plus faire du vélo après. Non, tu sais faire du vélo, lui, il va savoir le refaire. C'est juste un raccourci scénaristique pour te faire croire que... Pour moi, c'est des excuses de Toyotaro, parce qu'il sait qu'il va caresser dans l'antisens du poil, si je peux me permettre, les fans de Goku qui vont se dire... Il sait que c'est dangereux de jouer avec le déplacement instantané, il sait que c'est une marque de fabrique, une signature de Goku, et il sait que c'est quand même chaud d'attribuer ce truc-là à Vegeta. Donc il se dit, bon, je vais le faire, mais par contre, je vais tout de suite baisser le bazar en disant, non mais t'inquiète, je l'utiliserai plus. Alors ce qui est débile, parce que il suffit que Molo fasse un Genki Dama inversé, c'était une de tes théories dans les prédictions de Baba, où il réunit toute l'énergie, tu vois, mais il va la balancer... il va l'absorber lui et puis il va détruire la Terre. Si Goku il est down, il reste que Vegeta, tu m'excuseras, Vegeta il va être obligé de le faire, son déplacement instantané pour sauver les gens. Pour moi, c'est des fausses promesses. Ouais, tu vois, au même titre, je vais prendre une image très grossière, parce que vous aimez bien que je fasse des trucs comme ça, mais tu prends un mec, il brûle une maison, il est pyromane, il va en prison, il sort de prison, il brûle une maison. Et il te fait ça 5 fois. Et la 6e fois, il te dit, mais je l'utiliserai plus. C'est bon, je l'utilise plus. Le briquet, je l'utilise plus. Briquet, feu, je l'utilise plus. C'est la même, tu vois, ça a la même saveur de promesse pour moi. On n'y croit pas. Allez. Okay, et tu sais pourquoi on n'y croit pas ? Parce qu'au-delà du manga, vous vous rappelez que dans le manga, Vegeta était devenu Super Saiyan God. Et au-delà de ce support, Vegeta, on l'a vu en Super Saiyan God dans le film Dragon Ball Super Broly, alors que même dans l'animé, dans la série d'animation Dragon Ball Super, on ne voyait pas Vegeta en Super Saiyan God. Donc ça veut dire que même les films, du moment qu'ils sont scénarisés par Toriyama et reprennent des mécaniques qu'on a vues dans le manga ou l'animé, peuvent mettre des trucs qu'ont acquis les personnages. Du coup, Vegeta, rien ne nous empêche de le voir utiliser le déplacement instantané dans un futur film. Et on ne pourra pas se cacher derrière l'excuse ou non, je vais pas le faire. Alors que si la menace est potentiellement trop grande et que Goku n'est pas là ou ne peut pas lui le faire, Vegeta va être obligé de s'y résoudre. Il peut pas se cacher derrière une excuse, genre c'est ta technique. Et en plus de ça, je voudrais revenir sur toutes les personnes qui disent ouais mais Yamcha, Krillin, Majin Buu, Trunks, Goten, ils ont le Kamehameha, etc. C'est pas pareil. Le déplacement instantané, je l'ai dit dans un live, donc je le redis, c'est pas une technique que tu peux copier et attribuer à n'importe quel personnage facilement, parce que c'est une technique qui va changer quelque chose dans le scénario. Dès lors que tu fais le déplacement instantané, ça amène quelque chose. Quand Goku fait le déplacement instantané pour aller sur la nouvelle planète Namek, pour y rechercher un dieu, c'est pour avoir un nouveau dieu sur Terre, Dende, et réactiver les Dragon Ball. Donc ça va jouer sur le futur de l'histoire et ce qui va se passer. On a un nouveau dieu, les Dragon Ball sont réactivés, Goku va mourir, on va pouvoir ressusciter Trunks et les victimes de Cell. Le déplacement instantané contre Cell, Goku le fait, ça lui permet de se sacrifier. Du coup, il ne reste que Gohan sur Terre. Il parvient à transmettre sa volonté de père, sa transmission, il parvient à la faire à son fils qui devient le protecteur de la Terre, parce que Goku est mort et qu'il n'est plus là. Lors de l'arc Majin Buu, s'ils arrivent à se sauver et à avoir ce combat final sur la planète des Kaioshin, c'est parce que Kibitoshin intervient avec le déplacement instantané. Sans déplacement instantané, Goku, Vegeta et tous les autres sont morts. Donc c'est pas une technique genre comme le Kamehameha où tu peux la substituer à une autre technique de ki. Le déplacement instantané joue un rôle fondamental pour ce qui va arriver dans l'intrigue, dans ton écriture de scénario. Donc concrètement, si tu la mets à tes deux personnages principaux, ça veut dire que si Goku n'est pas là, avant on pouvait faire putain, ça va être la galère, Goku il est pas là, c'est la tension, t'as une tension absolue, t'as un enjeu parce que t'es là, tu te dis putain, Vegeta comment il va faire, putain j'espère qu'il va sortir un truc de fou parce que il peut pas se sauver là, il peut pas sauver les autres non plus, la Terre va être détruite, il y a un truc vraiment. C'était la tension qu'on avait, tu sais, quand les sbires de Molo ont débarqué sur Terre, qu'il n'y avait pas Goku ni Vegeta, ils étaient tous down,
Et malheureusement, DB Super nous a fait bon allez, on va faire une petite pause, on va attendre Goku et Vegeta qui vont s'entraîner, tu te rappelles? Là, il y avait de la tension, parce qu'il y avait ni Goku ni Vegeta. Là, si tu nous mets les deux, avec le déplacement instantané, mais ils sont safe. Ils sont safe. Oui, ça... Tu vois, J'ai eu un débat en plus sur ce même sujet-là, où je partage à 8000% ce que tu dis. Tu peux pas donner ce genre de technique-là à tout le monde, c'est pas possible, Bah, sinon surtout tu pas perds la saveur. Tu perds la... Bah, demain, dans ce cas-là, tu mets le Genki Dama à Vegeta, parce que tu me sors, ouais, bah, Vegeta, bon, il faut pas utiliser, il n'y avait pas un cœur pur, mais bon, là, maintenant, il s'agit, t'as vu, il est gentil maintenant, donc maintenant, il y a le cœur pur, donc maintenant, il peut monter sur le Kintoon et il peut faire le Genki Dama. Franchement, tu me fais ça, nique ta mère. Ah, non, mais juste, je voudrais dire un truc, je voudrais rajouter un truc, c'est que, à la limite, c'est aberrant, hein, mais tu l'aurais mis à Tenshinhan, le déplacement instantané, ça aurait moins d'impact sur l'intrigue. Donc du coup, il peut rien faire, Tenshinhan, il est dépassé. Alors que là, c'est pas concrètement le fait que ce soit Vegeta qui l'apprenne, c'est que ce soit l'autre personnage principal qui l'est aussi. Du coup, il peut fuir les difficultés, il peut ou régler la problématique, tu vois. Et je voulais rebondir, tu disais quoi? Genki Dama. Ouais, le Genki Dama. Si la technique, il y en a beaucoup qui ont théorisé ça, on a trouvé ça très intéressant, mais si c'est ça, vraiment c'est le foutage de gueule intégral, parce que la technique de Vegeta, c'est le contrôle du ki, on est d'accord, sur la planète Yardrat, il a appris quelque chose qui était lié à ça, mais on sait pas c'est quoi concrètement. Imagine, c'est l'absorption d'énergie, il force l'absorption d'énergie, il peut absorber soit l'énergie environnante, comme le fait Molo, soit il peut prendre celle d'un autre individu. Ce qui expliquerait du coup qu'on voit plein de Yardrat péter par terre. Et du coup il le fait à Molo. Du coup, à chaque fois que Molo absorbe de l'énergie, ça marche plus puisque Vegeta lui reprend. C'est le Genki Dama. C'est juste une autre manière d'absorber l'énergie, une technique légèrement différente, mais concrètement c'est ça. Et puis surtout que si c'est ça la base du truc, tu vois, ils peuvent être très... Toyotaro peut être capable de, dans un premier temps, de faire en sorte que le Vegeta extrait la puissance vitale de Molo et l'éjecte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se l'accaparer, mais juste au moins l'extirper et l'enlever. Et dans ce cas-là, tu te dis, bon, c'est un Genki Dama dans le fait d'absorber la puissance, mais il ne se l'accapare pas ou il ne la matérialise pas comme Goku pour l'envoyer à son ennemi. Elle est bloquée en quelque sorte. Là, ça serait plus intéressant. Ça serait plus intéressant parce que ça serait du coup pas concrètement ce qu'on voit avec le Genki Dama, l'épée de Trunks aussi, Genki Dama, etc. C'est genre, elle sort ton corps, tu vois un truc qui se dilapide. Voilà, ça part je sais pas où et ça repart là où il absorbe. Comme Mars. Ça je dirais ok. Mais attends frère, c'est-à-dire que Goku quand il va avoir le Kiwami, s'il va le revoir, Vegeta on ne sait pas s'il va avoir l'Ultra Instinct, rien ne nous dit qu'il va pas continuer son entraînement sur les mêmes bases de ce qu'il a appris pour tenter de matérialiser le Ki, enfin réussir à extraire pour en faire quelque chose. Et là on aurait un Genki Dama bis. Enfin bref, on s'éloigne. Voilà, vous avez un peu compris du coup le titre d'une vidéo sortie précédemment. Goku devient, c'est Vegeta devient Goku. C'est effectivement si on part sur un personnage principal qui a le déplacement instantané, qui arrive de la même manière, etc. Il n'y a plus le développement de Vegeta. Moi, je veux le développement de Vegeta. Alors, tu nous fais, oui, certes, le développement de Vegeta, il devient un héros. Carrément, je valide, mais là, c'est Vegeta devient Goku. On veut qu'il soit un héros à sa manière, on veut pas qu'il soit un héros à la manière de Goku. C'est ça le problème. Voilà la problématique de DBS en ce moment. Du coup, chapitre vraiment mi-figue mi-raisin, moins pire que ce à quoi on s'attendait lorsqu'on a fait le DB React sur les leaks, qui était vraiment catastrophique, parce que la mise en scène du chapitre nous a fait nous intéresser au combat beaucoup plus que le mois dernier. Mais sinon, à part ça, il y a le chapitre, on vous l'a dit. Hein. On vous crée un truc, on le défait d'emblée, donc voilà, vraiment chapitre. Décevant. Voilà, décevant. Vous avez notre avis et vous voyez qu'on a eu 2 lectures individuelles, hein, que ce soit moi ou Léo, et on a ressenti la même chose. Donc c'est pas on est quand même 2 individualités différentes, même si on a une seule chaîne, je crois. Et donc si on a quand même ressenti quelque chose de similaire sur ce fait-là, avant même d'en parler, hein, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui déconne, je pense, parce que sinon on serait pas là non plus on s'amuse pas à critiquer quelque chose et à pointer du doigt quelque chose. Surtout que moi ça m'arrangerait, moi en tant que fan de Dragon Ball, tu vois, je serais beaucoup plus... ça m'arrangerait vraiment qu'on dise du bien de DBS, que ce soit magnifique et que ce soit génial. Déjà, ça ferait du bien à la licence, et puis on va pas se le mentir, si t'es youtubeur ça fera du bien à la chaîne. Donc si on vous dit tout ça, c'est qu'on le pense, et on dit toujours ce qu'on pense. On n'est pas là pour dire oh, DBS c'est nul. Non, DBS il y a des trucs très bien.
Voilà, mais il y a des trucs qui là, Mais pas comme ça. là, qui sont là non, c'est bancal, Non. c'est pas Non. mal, c'est mal écrit. Voilà, à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à nous dire vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, peut-être que vous serez pas d'accord, peut-être que vous serez d'accord, et aussi, putain, quelle est la technique de Vegeta, dites-nous tout ça en commentaire. Allez, on fait des bisous et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Matane. Ciao.